Bienvenue dans la voie du BTP, le podcast où les pros du bâtiment prennent enfin la parole. Ici, on parle vrai, on parle métier, on parle terrain. Mais aussi, aujourd'hui, on va parler pression, décision, responsabilité. Donc, on va parler un peu d'un sujet dont on parle très peu, je pense, dans le BTP. Et tu vas pouvoir nous en dire plus. Et donc, pour parler de tout ça, aujourd'hui, on accueille, du coup, Marcos Pereira. Merci d'être là. Comment vas-tu? Bah, je vais très bien, merci. Merci de m'accueillir. Avec plaisir, en tout cas. Ça va être un épisode sympa parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants qui se demandent un petit peu où est-ce qu'on va aller dans ce podcast en parlant, voilà, on va parler de santé mentale, où est-ce qu'on va finir. Donc, restez jusqu'au bout pour savoir, hein. Et comme d'habitude, on va commencer par une petite présentation IA. J'aime Ouais. bien commencer toujours par ça pour voir un petit peu ce que l'IA connaît sur nos vies. Pour l'instant, ça va. Moi, je pense que dans 1 ou 2 ans, si on refait un jour ce podcast, je pense qu'il en connaîtra un peu plus. Aujourd'hui, il a été assez calme. Ouais. Alors aujourd'hui, je reçois du coup Marcos Pereira. Après plus de 20 ans de terrain, Marcos du coup accompagne les décideurs du BTP sur 2 dimensions essentielles: la structuration stratégique des projets en AMO et la maîtrise mentale des responsables chantiers. Il défend une idée forte: dans le bâtiment, serrer les dents ne suffit plus. Son approche repose sur une conviction simple: pour tenir un chantier, il faut d'abord tenir soi-même. Leadership, lucidité, gestion de la pression et autorité sont au cœur de son travail. Validé? Validé ou pas trop? Ouais, ouais, c'est très bien, et je préciserais, gagner en autorité sans autoritarisme. Ça veut dire mais on va en reparler après. Dans le 20e siècle ou même il y a encore sur certains chantiers, on croit sur le BTP qu'il faut taper du poing sur la table pour gagner en autorité. Les choses ont un peu changé. Je suis d'accord. Bah, du coup, à toi de te présenter. Comment tu te présenterais, pour les personnes qui te connaissent pas encore? Alors, je suis un professionnel du bâtiment, je suis à mon compte depuis 2007, mais j'étais déjà dans le BTP 3 ans avant. Et aujourd'hui, je me présente comme quelqu'un, bah, bien évidemment qui veut aider ses clients en tant qu'AMO à gérer des chantiers plus ou moins grands et plus ou moins complexes, mais aussi, aider ses compères à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, sur le plan de la santé mentale et sur le fait de ne pas écouter, les signaux que notre corps nous envoie. OK, parce que du coup, j'imagine que tu as fait, pas mal de ces erreurs. Enfin, c'est Mmh, on va tout à fait. on va pouvoir en parler, juste après. Et du coup, comment t'en es arrivé un peu à aujourd'hui, le 26 février dans ce podcast? C'est quoi un petit peu ton parcours, que ça soit, scolaire ou professionnel? Alors scolaire, j'ai pas du tout alors j'ai ce qu'on appelle un parcours un peu atypique parce que j'étais pas du tout destiné à travailler dans le BTP. Pas du OK, tout. J'ai fait, un bac E à l'époque, je parlais comme un vieux, c'était maths et technique, et puis un BTS ATI, assistance technique d'ingénieur, qui était un BTS qui était destiné plutôt, en bureau d'études où on touchait plusieurs aspects de l'industrie. C'est plutôt pour travailler dans l'industrie et c'était un BTS qui était, très prisé dans le secteur de l'automobile et puis, donc j'ai commencé en tant que dans le bureau d'études, dans l'industrie et puis un jour, je suis rentré chez Lapeyre, les magasins Lapeyre, en tant que responsable des achats techniques, mais au sein du service travaux, 3 ans, intenses mais très intéressantes et ensuite j'ai été muté au sein d'une enseigne qui venait d'être créée, chez Saint-Gobain Distribution France, qui était la plateforme du bâtiment. Donc je suis arrivé au début de la plateforme du bâtiment et au siège et j'ai commencé en tant que merchandiser et après j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le service travaux. Et donc j'ai appris ce métier sur le tard, mais on apprenait très, très vite à l'époque parce que les délais étaient tels qu'en fait, nous en tant que bête d'ouvrage, on faisait le travail du maître d'œuvre. Donc ça a vraiment, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses en 3 ans. Et puis un jour, j'ai croisé un architecte sur un chantier très compliqué qui m'a dit: «Monsieur Pereira, si vous voulez vous mettre à votre compte, moi j'ai du travail pour vous». Alors au début, c'était pas du tout, mon objectif, hein, parce que, j'étais bien chez Saint-Gobain. Et puis, pendant 18 mois, tous les 3 mois, il m'appelait pour savoir si j'avais changé d'avis. OK. Et ouais, il a été persévérant. Et puis la plateforme, grandissant, il y a eu, des choses, des nominations, sur lesquelles j'étais pas forcément d'accord, des choses qu'on m'avait promises, qu'on m'avait pas données, on sait comment ça se passe dans les grands groupes parfois. Et donc 18 mois après, je l'ai appelé pour savoir si c'était toujours d'actualité. Il m'a dit: «Oui». Et donc tout le monde a joué le jeu, que ce soit la plateforme de bâtiment ou lui, pour que je puisse, créer ma boîte et le 2 mai 2007, j'ai créé ma boîte. Donc j'ai commencé en tant qu'OPC, pilote, maître d'œuvre et petit à petit, j'ai été amené à faire de l'AMO, et tout ça jusqu'en 2024 où j'ai fait OK. un burn-out. J'ai fait un burn-out en 2024 et je me suis rendu compte en fait que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain et que cela n'arrivait pas qu'aux autres et après une remise en question, une thérapie, après avoir échangé avec des coachs,
j'ai décidé de lancer, ma formation qui parle de santé mentale dans le BTP, ce qui, sauf erreur de ma part, est une première puisque justement c'est encore un sujet tabou. Je pense que c'est une première, honnêtement. Enfin, en tout cas, dans ce secteur-là, on va dire souvent qu'il y a un secteur où je pense, ça reste quand même assez masculin, donc les gens ont moins tendance à on va dire à échanger sur leurs émotions, surtout entre dirigeants, ou même en appel ou autre, on est un peu plus fermé. Donc, en tout cas, j'en ai jamais vu sur LinkedIn, moi qui est très actif dessus. C'était la 1re fois que je voyais, on va dire, personne qui se Oui. positionnait, comme toi. Hem et du coup, une question qui me vient tout de suite en tête, c'est, comment tu penses qu'on reconnaît qu'on arrive dans cette période un peu de burn-out? Quels sont, tu penses, que les signes, qui peuvent peut-être dire: «OK, bah, là, je sens qu'il faut peut-être que je prenne une pause, qu'il faut que je prenne du recul»? Écoute, après on est tous différents, mais moi mes signaux, c'était que je dormais mal, c'était que je commençais à être irritable pour tout et pour rien. Je prenais tout à titre personnel, ça veut dire que quand je me rendais compte que l'entreprise n'avait pas fait ce qu'on avait convenu de faire, je prenais ça vraiment à titre personnel et ça me mettait dans un état, pas possible et donc forcément quand tu es un peu dans le brouillard, tu prends de mauvaises décisions, tu prends des décisions à la va-vite et puis tu emmènes le stress à la maison et donc ta famille aussi, prend un peu cher Bien sûr. et puis, ça faisait 2 ans, hein, on en reparlera après, mais ça faisait 2 ans que je sentais que j'étais toujours au bord du gouffre et je disais de temps en temps à ma femme, je disais, «Je sens que je suis vraiment, il suffit d'une étincelle et ça explose». J'ai tenu, je croyais avoir trouvé des solutions, pour tenir, jusqu'à un jour, un truc tout bête, hein, enfin tout bête, c'est quand même important, mais c'était pas à titre pro, c'était à titre perso. C'est quand j'ai découvert que mon fils était harcelé, au collège, hem, pour moi ça a été, une explosion dans la tête et là tout est parti en vrille. OK. Ouais, c'est un sacré parcours et du coup, actuellement, est-ce que tu es toujours AMO aussi ou tu t'occupes vraiment que de la gestion mentale, pour les dirigeants? Non, non, je continue à faire de l'AMO parce que, déjà d'une part, parce que je c'est un métier que j'aime malgré tout et je pense que même en termes de légitimité dans une formation où on parle de BTP, parce que je précise bien, je ne suis pas un coach, de vie, je suis pas un coach bien-être parce que j'ai plein d'amis ou d'anciens clients qui me voient sur LinkedIn et qui me disent: «Mais alors, tu es devenu un coach, bien-être?» Non, non, pas du tout. Un influenceur mental, ouais, ouais. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, ni psychiatre, ni psychanalyste. Je n'ai pas cette prétention. Je parle seulement de choses concrètes, d'exemples concrets, et de tips qui peuvent aider les gens du BTP, des gens de terrain, à justement ne pas tomber dans le même piège que moi, justement, moi qui suis sur le terrain depuis 22 ans. Donc bien évidemment, je vais continuer à faire de l'AMO pour pouvoir, continuer en gagnant en légitimité. Puis tu sais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, le BTP était un secteur qui évolue très, très vite. Et je pense que si j'arrête de faire du suivi de chantier, enfin en tout cas du suivi de projet, à un moment ou à un autre, je vais être décroché j'ai pas envie de ça. D'accord et tu penses pas justement que, si on voit plus généraliste sur le BTP, les personnes ont vraiment peut-être besoin vraiment de cette référence, vraiment presque une personne à plein temps qui accompagne un maximum de dirigeants justement sur toute la partie santé mentale, sur toute la partie, confiance, reprendre, voilà, réfléchir, prendre de bonnes décisions. Parce que moi, pour échanger avec pas mal de dirigeants sur plein d'aspects, alors c'est vrai que moi je suis juste sur la partie marketing, donc c'est pas à moi qu'ils vont dire leur douleur, Oui, mais des fois tu peux le sentir même sans qu'ils l'évoquent. oui. «Ah, j'en peux plus de ça», enfin voilà, juste des petits commentaires, des petites phrases où des fois, en fait, au fur et à mesure, tu prends du recul et que tu te couches le soir et que tu as ton client ou juste une personne que tu connais pas forcément qui t'a dit cette phrase, c'est vrai que c'est percutant et tu te dis: «OK, il va mal». Enfin, c'est ouais, c'est bête, hein, Mmh mais mh. il va mal ou c'est compliqué en ce moment, parce que, voilà, c'est un métier qui est seul donc ouais, c'est plus la question, c'est tu t'aimerais pas, en tout cas plus, te positionner vraiment comme un peu voilà, la référence sur ce domaine-là, on va dire dans le BTP, français? Si, bien sûr, bien sûr que j'aimerais, mais tu sais, je commence, hein. Moi, j'ai fini de créer ma formation, parce que c'est une formation que j'ai créée de A à Z, hein. C'est OK, vraiment, c'est pas une formation qui existait, c'est vraiment j'ai tout créé de A à Z, tous les supports, tous les déroulés pédagogiques, tous les, vraiment tout, 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 j'ai tout créé. Hem et donc j'ai fini, la grande majorité à 90 en octobre 2025 très bien. et j'ai vraiment fini, en décembre 2025 les derniers supports et donc j'ai déjà donné, une session de formation et j'en ai d'autres, éventuellement qui vont sortir aussi et surtout je viens de passer mon audit Qualiopi, c'est cette semaine, hein. OK, Cette semaine, j'ai passé mon bravo audit déjà, Qualiopi. c'est long.
Voilà, voilà, Excellent. et donc ça s'est bien passé, donc j'espère recevoir le certificat dans quelques jours. Pour m'ouvrir justement le B2B, pour m'ouvrir justement, des formations. Alors, répondre à ta question, oui, j'aimerais bien être la référence, bien évidemment. Aujourd'hui, ce serait très prétentieux de ma part de le dire. Maintenant, bien évidemment que mon objectif, c'est que la formation prenne le pas sur le reste. Ça veut dire que OK, j'aimerais, aujourd'hui que mon activité soit surtout de la formation et de l'AMO. OK. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse, bien évidemment. C'est l'AMO et un petit peu de formation pour mais après c'est le Ouais, début. Et effectivement. comment ça s'articule du coup ta formation? Là, par exemple, si une personne est intéressée, comment ça s'articule, Alors, si c'est un salarié tout seul, qui a pas envie d'en parler à son patron ou quoi que ce soit, j'ai une formation en ligne. J'ai créé une formation en ligne OK, et donc sur la plateforme Teacheasy et en fait, les gens peuvent y aller, ils payent le programme. Il y a 6 blocs. Ils peuvent y aller et c'est à vie, ils peuvent le revoir autant de fois qu'ils veulent. Ensuite, quand c'est, par l'intermédiaire des dirigeants, il y a 2 façons de faire. C'est soit intra-entreprise, ça veut dire jusqu'à 5-7 collaborateurs, c'est dans l'entreprise où je viens et je fais la formation. Donc c'est 2 jours en présentiel avec les équipes et une demi-journée, un mois plus tard pour faire un retour d'expérience pour voir si, ils ont mis en application, ce qu'ils ont vu dans la formation et si ça leur a servi. Et je suis super content de me rendre compte qu'en fait, déjà la première session que j'ai fait, bah, les gens en fait étaient super contents parce qu'ils ont mis en application mes conseils et que ça a changé beaucoup de choses, dans leur façon de voir les choses et même dans leur relation avec les clients. Et ensuite les entreprises, qui n'ont peut-être qu'1 ou 2 collaborateurs, mais qui sont plusieurs entreprises, on peut faire aussi une formation en visio, mais pas asynchrone, en synchrone. Ça veut dire plusieurs, en même temps en Zoom par exemple. Et là, c'est ce qu'on appelle la formation interentreprise et ça aussi c'est une formule que je permets. OK. Mais cette formation va évoluer, hein, parce que j'ai déjà plusieurs demandes en fait, de J'imagine. faire des formations plus précises parce que j'ai 6 blocs qu'on peut voir sur mon site internet. J'ai 6 blocs, 3 blocs vraiment sur la partie, gestion des émotions, gestion du stress, gagnant en leadership. 1 bloc sur la légitimité professionnelle pour les femmes dans le BTP qui, sont de plus en plus pressantes et c'est tant mieux, mais c'est quand même un secteur qui n'est pas facile avec elles. Et aussi les jeunes ou d'autres personnes qui ont certains, peut-être, complexes, qui ne se sentent pas légitimes, qui ont le syndrome de l'imposteur. J'ai un blog qui parle de ça, qui leur donne des tips pour gagner en légitimité et 2 autres qui sont plus techniques sur, la gestion des réunions de chantier, les comptes rendus, les plannings et compagnie. Et donc on m'a déjà demandé de faire des formations vraiment plus basées sur la charge vraiment que sur la santé mentale. Donc je suis en train de réfléchir à comment je pourrais, tourner les choses pour que la formation évolue. Ouais, ça m'étonne pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu besoin de ce sentiment, ils ont besoin d'un accompagnement, Mmh. vraiment une personne qui je pense, hein, c'est comme ça que je le vois, vraiment surtout sur ce genre de domaine, c'est être accompagné sur plusieurs mois, je sais peut-être jugé faux, mais c'est vrai que moi, si je pense à santé mentale ou sport en général, on va dire sport, mental, bah, je sais que souvent c'est des accompagnements où, bah, c'est sympa d'avoir une personne sur qui on peut se reposer pendant 2, 3 mois, où, une bêtise, par exemple, on n'a pas envie d'aller au sport ou on n'a pas envie d'aller au travail parce qu'on est Ouais. fatigué, parce qu'on a différents problèmes. Je pense que c'est vrai que c'est intéressant toujours, moi qui viens du sport à la base, bah, je sais que voilà, j'ai eu affaire aussi à des prépas mentales ou à des choses comme ça. Donc c'est vrai que des fois, bah, c'est sympa où, tu as un problème, tu sors d'un match, bah, tu peux avoir cet aspect où tu peux extérioriser, je pense, tes émotions sur différentes choses, hein. Ouais. Donc voilà, bon, de toute façon, j'imagine que ça évoluera et de toute façon, tous les liens sont dans la description si vous voulez, aller discuter avec toi et voir un peu tout ce que tu proposes. Je pense que ça va vite évoluer. Oui Hem, et je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis. Je crée aussi une petite communauté, en fait. Ça veut dire que sur WhatsApp, ah top, je crée une communauté avec mes apprenants et quand ils ont des questions, ils me posent et c'est pas ça dure pas que entre le dans les 4 semaines. C'est que même après, voilà, quand j'écoute, par exemple, un podcast qui est super intéressant, qui parle de santé mentale. Par exemple, il y a peu de temps, j'ai entendu un podcast sur la difficulté qu'avaient les hommes à exprimer leurs sentiments, surtout dans ce milieu, enfin, dans cette tendance en ce moment du masculinisme. bien sûr. Hem, donc je leur envoie les podcasts. Donc voilà, c'est vraiment un échange et quand ils ont des questions, ils m'appellent, voilà, il y a vraiment un échange, Ouais, c'est pas top. que pendant la formation. C'est top parce que je pense que c'est le ré c'est le je pense que le besoin, il est aussi il y a un réel besoin, on va dire de Mmh. même d'écouter d'autres histoires. Je pense que c'est important. Revenons un petit peu, on va dire, au BTP en général. Pourquoi tu penses que dans le BTP, il y a un peu cette culture de, on se serre les dents, on fait le dos rond et on avance? Comme tu disais tout à l'heure, c'est un milieu de bonhommes. C'est un milieu de bonhommes, c'est un milieu qui est difficile, c'est un milieu,
ou au niveau physique à cause des intempéries, de la charge, des bouchons, de la cadence, c'est déjà un milieu difficile. Donc en fait, on a développé ce côté-là où on se dit: «De toute façon, le BTP, c'est difficile, il faut serrer les dents, un point, c'est tout. Les autres sont passés par là, ils ont réussi, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai pas». Et pareil pour les managers, parce que, souvent dans les entreprises, les managers sont d'anciens hommes du terrain ou, s'ils ne sont pas du terrain, souvent ils ne sont pas légitimés par les équipes parce que justement ils savent pas ce que c'est. Et malheureusement, c'est un secteur où on croit que si on ne crie pas, si on tape pas du poing sur la table, on n'est pas légitime, on n'a pas d'autorité. Et ça, tu penses que c'est principalement vraiment lié, on va dire, à cet aspect où il y a c'est un milieu, on va dire, qui reste pour l'instant à 95 masculin? Oui, je pense que les femmes en fait, j'en parle aussi dans ma formation, hein. Un homme qui hurle, c'est un homme qui a de l'autorité. Une femme qui hurle, c'est une hystérique. Ça, c'est ce que tout le monde, pense dans le BTP. C'est bien évidemment faux, mais c'est ce que beaucoup de gens pensent. Et les femmes ont une autre approche des choses, en fait. Ils ont une autre approche des choses, quand ils sont face à une difficulté, ils prennent souvent plus de hauteur que nous, parce qu'on a tous aussi un peu d'ego. La testostérone commence à jouer le jeu. Quand autour d'une table, il y a 15 bonhommes, c'est celui qui a les plus grosses, passe-moi l'expression. Mmh. Mais donc en fait, les femmes apportent aussi autre chose. Quand une femme est légitimée, et j'en parle aussi dans ma formation, quand elle arrive à gagner en légitimité, au contraire, elle apporte en fait une ambiance beaucoup plus sereine. Parce que les hommes vont la respecter pour ce qu'elle est, et donc ne vont pas être avec elle comme ils sont avec un homme. Ensuite, les choses sont aussi en train d'évoluer avec la nouvelle génération. La nouvelle génération sont aussi, c'est des gens peut-être avec un peu plus d'empathie, qui ont peut-être un peu plus conscience de la charge mentale. Mais on va en reparler après, mais ça crée aussi d'autres problèmes. Mais en tout cas, une chose est sûre, le fait que ça soit un milieu surtout d'hommes, accentue en fait ce phénomène «je dois serrer les dents puis c'est tout». Moi, c'est c'est vrai que je le vois beaucoup, bah, vu que j'échange qu'avec des dirigeants, j'échange vraiment, on va dire, avec les dirigeants, de toute façon, c'est même bizarre qu'ils soient chez eux, on va dire, en général. Bon, ça dépend le statut, mais c'est qu'eux, enfin, c'est devenu dans les dans ouais, ouais, c'est devenu dans la culture du BTP, en tout cas, même si ça fait pas 10 ans que je suis dedans, c'est que moi, dès que je parle à un dirigeant, bah, c'est pas normal qu'il soit pas dans le rush, qu'il soit pas encore il travaille pas encore à 10 heures du soir. C'est pas normal, il travaille pas un samedi, il fait tous les devis le samedi ou le dimanche. Alors Mmh. après, quand on est dirigeant, je pense que tu le sais, aussi bien que tout le monde, c'est que, bah, des fois on doit travailler le samedi, on doit travailler le dimanche pour X, Y, mais voilà, c'est que ça devient c'est juste une habitude, que les gens ont pris, je pense, et du coup, j'en reviens à ma une question, c'est, est-ce que tu penses que, du coup, les dirigeants, en général, toi qui es, on va dire, au plus proche, de ça, ils ont peur, de parler de la fatigue mentale, de ces choses-là? Bien sûr, bien évidemment. Parce que justement, c'est un monde de bonhommes et que dans le monde de bonhommes, parler de soi déjà, c'est un peu bizarre, sauf peut-être pour parler de ses exploits, ou de sa voiture ou ou des choses comme Son ça. nouveau camion, son nouveau chantier qu'il a fait, Voilà, exactement. Mais parler de soi, c'est quelque chose qui est quelque chose encore de très, très rare parce que, dans le BTP, je parle, hein. Parce que, et d'autant plus quand on est patron. Parce que quand on est patron, on croit que c'est une faiblesse souvent dans le BTP, ils croient que c'est une faiblesse de parler de leurs faiblesses, de leurs erreurs, de leurs fragilités, surtout à leurs collaborateurs. Parce qu'ils estiment qu'ils vont perdre en crédibilité alors que c'est tout l'inverse. Souvent, quand on essaie, quand un patron dit ou un chef de chantier ou un conducteur de travaux qui dit: il fait «Écoute là, je ne sais pas, on est face à un problème, il faut qu'on arrive à trouver une solution parce que moi j'en peux plus. Ça serait bien qu'on trouve la solution ensemble», mais ça fédère une équipe, c'est juste, impressionnant. Et ça, aujourd'hui dans le BTP, on n'arrive pas encore à se mettre ça en tête. et tu penses que ça s'apprend, ça? Parce qu'on va dire, c'est une phrase qui peut tout changer pour fédérer une équipe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «OK, le leadership, ça s'apprend pas». Il y a beaucoup de personnes, c'est naturel, Sûr. ça vient, on va dire, les personnes, voilà, je sais que tu as toujours des leaders quand tu passes au sport, tu as le leader, tu as le capitaine, mais tu as le leader, la personne où tu vas le suivre. Tu sais pas pourquoi, tu le suis les yeux fermés. Et je pense que du coup, ça se retrouve. Est-ce que ça s'apprend réellement ou pas? Alors, c'est une très, très bonne question ça, parce que moi pendant des années, j'étais persuadé que non. J'étais persuadé que ça ne s'apprenait pas, c'est un peu comme, c'est le sens commercial. Il y a des gens Bien qui sûr. ont le bagou, qui ont le sens commercial et d'autres, qui ne l'auront jamais. Hem
En fait, dans le leadership, il y a différents types de leadership. Il y a le leadership, il y a le leader qui a une prestance naturelle. Il a pas besoin de faire grand chose, il a une prestance naturelle, donc il embarque les gens avec lui. Il y en a d'autres qui sont plus dans l'échange et il y en a d'autres qui sont plus, peut-être dans le côté un peu plus, brutal et il y en a d'autres, qui sont plus dans l'écoute. Donc, oui, aujourd'hui ça s'apprend. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est jouer un rôle. Quelqu'un qui veut être un leader, comme le leader que lui, il a connu dans une autre boîte ou comme son actuel patron, si ce n'est pas dans sa personnalité, ça sonnera faux. C'est OK. l'une des choses que j'évoque dans ma formation. Soyez vous-même, mais en même temps, adaptez-vous aussi à votre équipe. Ouais, c'était la question qui me suivait parce que je me dis, c'est que je pense qu'il y a des types de leadership qui marchent mieux que d'autres dans certains secteurs. Avec certaines personnes. Donc c'est vrai que Bien sûr. je pense que voilà, il y a une personne qui va être indirectement, voilà, directement un peu vue, comme un leader pour une personne. Mais c'est vrai que dans un monde, on va dire, très masculin comme le BTP, je pense qu'il y a, bah, peut-être le leader autoritaire, il aura plus d'impact que le leader, qui est à l'écoute ou qui est enfin, qui est c'est mon idée, hein, ou vraiment le leader émotionnel qui comprend très bien ses employés peut-être, je sais pas. En fait, ça dépend beaucoup de ton équipe, en fait. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la plus jeune génération, elle ne supporte pas les gens qui hurlent. Elle ne supporte pas les gens, trop autoritaires. On le voit partout sur les réseaux, des Eh oui, personnes oui, du jour au lendemain. ils ne supportent pas ça et si un manager dans le BTP, n'arrive pas à comprendre ça, déjà qu'il a du mal à trouver, de la main-d'œuvre, ça va être encore plus difficile. Donc je pense que ça dépend beaucoup de ton équipe. C'est pour ça qu'il faut que alors, c'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures, hein. Mais Complètement. heu, la difficulté aussi des jeunes quand tu as une équipe trop jeune, c'est que souvent les jeunes, on est tous passés par là et d'autant plus aujourd'hui où dans les réseaux sociaux, ils écoutent souvent beaucoup d'âneries, c'est que, ils sont persuadés de tout savoir. Et donc, la difficulté pour un manager aujourd'hui, c'est de lui expliquer qu'il ne sait pas tout, qu'il faut qu'il continue à apprendre, mais tout en, respectant, la sensibilité des jeunes aujourd'hui qui ne supportent pas, qu'on leur dise le de faire les choses de manière un peu plus virulente. C'est pas facile, hein. C'est pas C'est ce simple. que j'ai dit encore, à ma session de formation. Ils m'ont dit: «Ouais, mais ce que tu dis là, c'est pas facile». Bah non, c'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et j'ai dit: «Mais si vous, justement, vous arrivez à le faire, vous allez sortir du lot et c'est là que vous allez emmener vos équipes avec vous, parce que vous allez réussir à vous adapter à eux». Après, je suis pas en train de dire que le BTP, il faut jamais hurler, hein, ça existe pas ça, hein. C'est quand Non, même un c'est sûr. métier c'est quand même un métier où de temps en temps, il faut taper du poing sur la table, hein. Je suis pas en train de dire qu'on est dans un monde de bisounours. C'est surtout pas ce que je dis. Heu, mais il y a une différence entre hurler quand il le faut et hurler tout le temps. Ouais. Et moi, en tant que jeune, du coup, je pense que j'ai une version enfin, que c'est intéressant, c'est que je pense que, hem, il y a aussi beaucoup de pas tous, hein, mais du coup, il y a aussi beaucoup, on va dire, de personnes qui sont plus âgées que nous, qui ont beaucoup plus d'expérience et en général, on doit les écouter, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, alors après ça dépend des secteurs, ça dépend des parcours, qui arrivent aussi avec une vision différente et c'est vrai qu'on est têtu, il y a beaucoup les jeunes sont enfin en général l'humain est têtu et quand on est jeune on apprend au début on est très têtu, on a du mal à apprendre et du coup quand on a une vision, on va aller jusqu'au bout de cette vision. C'est qu'on veut vraiment l'énoncer, on veut l'évoquer, on veut dire: «Non mais je pense que c'est la bonne façon» et je pense, hein, c'est vraiment une supposition, qu'il y a des dirigeants qui devraient laisser les jeunes: «Vas-y, va au bout de ta bêtise, parce que lui, il sait potentiellement et au final, je pense que c'est aussi comme ça que le respect se gagne, le leadership, il voilà, il parce que si on est persuadé d'une chose et on dit: «Non mais ça va marcher, ça va marcher». Moi, je le vois encore, des fois, je me dis: «Mais tiens, mais ça va super bien marcher sur mon truc». Au final, moi, il y a une personne qui m'a dit: «Mais non, ça va pas marcher». Je dis: «Non, non, mais t'inquiète, regarde» et ça marche pas et après, du coup, automatiquement, tu dis: «OK, bah, je vais peut-être plus l'écouter la deuxième fois». Mmh. Exactement, mais c'est très intéressant ce que tu dis, c'est l'un des aspects que je dis dans ma formation, c'est comment agir avec celui qui sait tout. Parce que des gens qui savent tout, c'est pas que les jeunes, hein, il y a des moins jeunes qui Tout, bien savent tout sûr. surtout, hein. Moi, c'est ce que je dis, je sais bah, dans ces cas-là, si vous vous rendez compte qu'en fait, il est tellement persuadé de son idée, bah, laissez-le faire. Si il a tort, bah, vous gagnez en légitimité. Et s'il a raison, vous gagnez aussi en légitimité parce que vous l'avez laissé faire. Vous avez démontré que vous n'avez pas la science infuse et en plus, vous aurez appris quelque chose. Vous aurez appris une nouvelle technique Non, complètement. et donc moi, ça m'est déjà arrivé, hein, moi, j'ai toujours beaucoup aimé transmettre et j'ai certains de mes confrères, des fois, qui mettaient, ses collaboratrices avec moi pour savoir, comment gérer un chantier et compagnie et des fois, ils me disaient: «Mais pourquoi on ferait pas comme ça et tout?» Je fais: «Bah, écoute, vas-y, on essaye»
et des jeunes, ça faisait, 1 an qu'elles étaient dans le BTP ou dans le monde du travail et elles ont eu des idées mais juste, fabuleuses. J'ai dit: «Purée, c'est génial ce que tu as comme idée». «Bah, vas-y, on fait comme tu as dit». Donc non, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut aussi que, les plus âgés, les plus expérimentés balayent aussi devant leur porte et se dire que, voilà, on a effectivement plus d'expérience, mais une vision, extérieure des jeunes peut aussi apporter des choses très intéressantes. Surtout, je pense, dans un secteur il y a des surtout dans un secteur comme le BTP où des fois, je pense, parce que les jeunes, on va arriver avec notre notion, en général, ça dépend des secteurs, mais très digital. On passe notre vie sur les réseaux sociaux, on connaît bien mieux évidemment parce qu'en général, hein, parce qu'on passe notre vie dessus, on commence à connaître les algorithmes, donc les personnes qui s'adaptent là-dessus, il y a des personnes qui sont très fermées là-dessus. Mmh. L'IA par exemple, Mmh. ça peut enfin, c'est un malheur et un bonheur pour certains. Parce que voilà, on voit les 2, mais ça va être un malheur pour certaines entreprises, pour certains dirigeants. Parce que s'ils s'adaptent pas, ils vont pas réussir à recruter parce que enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver derrière. Bon, voilà, on n'est pas là pour parler de ça, hein, mais c'est comme ça Non, que mais je je suis d'accord avec toi, voilà, comme le virage d'internet. Ceux qui ont pas réussi à prendre le virage d'internet, ils sont bah, plus là ils sont plus là. et ceux qui l'ont bien pris, c'est devenu les Eiffage, les Vinci c'est devenu les multinationales du bâtiment globalement, enfin les plus grandes entreprises. C'est Oui, vrai qu'ils alors ils eux, étaient là ils y depuis étaient déjà longtemps. avant, mais ça a accentué, ça a accru en fait C'est leur ça. positionnement, c'est sûr. C'est ça, ils ont pu s'expandre, on va dire, à l'échelle européenne, encore plus, enfin, c'était juste, enfin, bref. Exactement. Hem, revenons un petit peu aux dirigeants, un peu à cette pression. Qu'est-ce d'un point de vue économique, alors c'est un petit peu bizarre d'associer, je pense, le mental à l'économie, mais est-ce que tu penses que ça coûte beaucoup d'argent ou de l'argent ou du temps à une entreprise quand son dirigeant, il est sous pression permanente, quand, son dirigeant, il a l'impression de prendre de bonnes décisions, mais au final, globalement, c'est peut-être pas les meilleures décisions? Ça peut coûter très, très cher. Comme tu le disais, prise de mauvaises décisions, mauvaise gestion des équipes, donc tu peux perdre, des bons éléments parce qu'ils ne supportent pas, travailler avec toi parce que tu es au bord de la crise de nerfs, donc tu t'énerves pour tout et pour rien. Non-respect des échéances vis-à-vis du client, heu, peut-être même un manque de respect vis-à-vis du client parce que justement tu es énervé, donc quand tu es énervé, que tu es sous pression, bah, tu t'énerves avec tout le monde et donc oui, ça peut coûter très, très cher parce que, l'entreprise peut perdre des marchés. L'entreprise peut perdre des collaborateurs et peut perdre aussi le collaborateur en question qui, est investi parce que, c'est pas ceux qui en ont rien à faire, hein, qui font des burn-out, hein. C'est des gens qui sont investis dans leur métier, hein. Bien sûr. Donc, perdre quelqu'un de précieux, mais qui aujourd'hui n'a pas su se préserver et donc, est au bord de la crise de nerfs, bah, si, ça coûte très, très cher et quand on sait les difficultés qu'aujourd'hui ont les entreprises du BTP à recruter, c'est vraiment un sujet qui n'est pas à prendre à la légère. Et tu penses qu'elles se prennent où les mauvaises décisions? Comment tu penses qu'un dirigeant, là, s'il nous écoute, il pourrait se dire parce que je pense qu'on met du temps à s'en rendre compte qu'on est, vraiment en train de prendre de mauvaises décisions, pas forcément dues à bah, des fois on a une vision et ça marche pas et c'est une mauvaise décision, mais plus on va dire d'un point de vue clarté mentale. Comment tu penses qu'il doit se dire ou il doit peut-être prendre du recul, se dire: «OK, là, je suis en train de prendre des décisions juste à cause de moi-même et à cause de ce que je pense ou à cause de ce que je fais, de mon stress, de l'urgence, de tout ça»? Bah, alors je vais faire une petite précision, ma formation n'est pas que pour les dirigeants, c'est aussi pour tous ceux qui managent des équipes. Ça peut être des conducteurs de travaux, des chargés d'affaires, des chefs d'équipe et tout ça. Heu, mais en fait, on la réponse est applicable à eux tous N'importe, effectivement. bien sûr. C'est qu'en fait, déjà de se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas, ça veut dire déjà que tu as une clarté d'esprit que tu n'as souvent plus quand tu es au bord du burn-out ou quand tu es au bord de la crise de nerfs. Si tu as, suffisamment d'humilité, de regarder la réaction des autres, parce que souvent il y a ce que les gens te disent, mais il y a aussi, tout le langage corporel. Quand tu prends une décision en réunion de chantier, que tu leur dis: «On va faire comme ça», que tout le monde se regarde en disant: «Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire?» Si tu as pas cette humilité et de se dire: «Ouh là, je suis peut-être en train de faire n'importe quoi là». Et après de te poser la question: «Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pris cette décision?» Alors après des décisions, on fait tous des erreurs, c'est pas la question, hein. Il y a pas que ceux qui sont au bord de la crise de Bien nerfs sûr. qui prennent de mauvaises décisions. Mais il y a ceux qui prennent de mauvaises décisions, qui persistent, qui insistent et qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit et qui font pas attention à ce qu'on leur dit autour d'eux. Et ça, c'est pas bon signe. Ça, effectivement, c'est pas bon signe. Ça veut dire que, la personne, n'est pas, comment dire? N'a pas une clarté d'esprit
qui lui permet d'une part de prendre une bonne décision et d'écouter ce qui se passe autour de lui. OK. Et est-ce que tu aurais par exemple un exemple concret de ça, que ça soit appliqué à toi ou à des choses que tu as vues peut-être? À une pression mentale qui a impacté un chantier ou une équipe? Je pourrais t'en parler toute la journée. J'imagine. Je pourrais t'en parler toute la journée, des mauvaises décisions, oui, il y en a plein. Je vais te donner un, alors je vais pas te citer de chantier ni d'entreprise parce que, on n'est pas là pour ça. Mais sur un très gros chantier, une entreprise, générale, défaillante parce qu'incompétente, parce que de mauvaise foi. Hem, à un moment, à chaque fois qu'elle envoyait un planning toutes les semaines, tu sais les plannings Gantt, elle supprimait les tâches pour pas qu'on se rende compte qu'elle était en retard. Donc en fait, elle était en retard, mais en fait, le planning ne se décalait pas. Tu vois? La date de fin ne se décalait pas. Ouais, Et moi, je m'en étais rendu compte. Je le disais, personne m'écoutait. «Non, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller». Jusqu'à un jour, il a été jusqu'au point, donc le dirigeant, hein, il a été jusqu'au point de commencer à poser du placo dans des bureaux qui n'étaient ni hors d'eau ni hors d'air. Ça veut dire, il y avait que, le bac acier du toit, il y avait pas de bardage et pas de fenêtre, il y avait rien. Donc ça veut dire, et moi, quand j'ai vu ça, je fais: horrible. «Mais explique-moi ce que tu fais là». C'est la première fois que je vois ça. «Ah, j'ai déjà fait ça ailleurs». Ça aussi, c'est ma phrase préférée. «J'ai déjà fait ça ailleurs». D'accord. Bah, 2 jours après, devine ce qui s'est passé? Il a plu Et et les ça plaques étaient mortes. Donc et pourquoi il a fait ça? Pour prouver que sur le planning, il était peut-être en retard sur certaines tâches, mais il était en avance sur d'autres. Mais voilà, il se rendait pas compte qu'on venait sur le chantier et on voyait que dans quel état c'était. On ne faisait pas que lire le planning, on visitait le chantier. Donc il était complètement, il était tellement Heu, complètement à la ramasse qu'en fait, il prenait des décisions sur des choses qui étaient complètement fausses. ah ouais, incroyable. Que Mmh. on puis en plus, le on a ce sentiment souvent où c'est un petit peu, bah, alors pas forcément sectaire parce que ça a rien à voir, mais des fois on a une décision et on va jusqu'au bout et même si on a faux et qu'on se rend compte qu'on a tort, bah, l'humain est fait que pour se protéger, bah, il va encore jusqu'au bout et il va continuer Mmh. dans sa bêtise jusqu'à temps qu'il y ait là, il y a des choses beaucoup plus graves qui peuvent se passer, et c'est super dur de se remettre en question. Je pense que c'est une qualité et justement, comment tu penses quel serait pour toi un conseil pour se remettre en question? Ah, ça, c'était un vaste sujet. Se remettre en question, déjà, il y en a certains qui le font plus facilement que d'autres, hein, parce que, il y en a qui sont plus humbles que d'autres. Et comme c'est un métier, où il y a l'ego quand même, où il y a la testostérone qui joue beaucoup, c'est pas quelque chose qui est facile. Bah, se remettre en question, c'est, on se rend vite compte qu'on a fait une erreur. Heu, est-ce qu'on se demande pourquoi on a fait cette erreur et comment je fais pour pas la reproduire? Si tu te poses pas cette question, tu vas continuer à faire la même erreur. Moi, c'était le cas pendant des années. Pendant des années, j'ai cru justement que, il fallait hurler tout le temps pour être, respecté. On m'appelait le pitbull à l'époque Ah oui, parce qu'à d'accord. chaque fois que je chopais un os, je le lâchais pas et quand j'hurlais sur un chantier ou sur le mais tout le monde s'arrêtait, hein, tellement j'hurlais. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, alors je hurlais pas tous les jours non plus, pas tout le temps, mais je me suis usé la santé et je me suis usé la santé et puis il y a certaines entreprises qui à la fin refusaient de me parler. Aïe, aïe, Donc aïe. et donc après j voilà. Après mais alors mes clients étaient contents eux. Ils me disaient: «Ah toi au moins quand tu tiens un chantier, il est tenu, hein, au moins les entreprises elles te la font pas à l'envers». Bah oui, mais à quel prix? À quel point c'est un prix de qui est bien plus gros, quoi. Et j Exactement. et comment du coup justement, rester respecté sans crier pour des managers, pour des dirigeants? Comment ils pourraient, parce que c'est dur des fois aussi, c'est vrai, on a cette vision des films, des parents, des grands-parents, où avant, je pense qu'il y avait vraiment ce côté autoritaire, encore plus que nous Mmh. maintenant ça va, dans la jeune génération. En général, les parents quand même ne crient plus trop, enfin attention, Mmh. ça je mets pas tout le monde dans le même panier, mais avant c'était encore, c'était quelque chose de différent. La première qualité, c'est l'exemplarité. Le faire ce que je dis et pas ce que je fais, ça marche plus. Ça, à l'époque, effectivement, quand les gens respectaient les anciens, quand ils respectaient quoi que ce soit ou certaines positions, on savait très bien que ce qu'ils nous demandaient de faire, ils le faisaient pas, mais c'est pas grave, ils nous avaient demandé de le faire, donc on le faisait. Aujourd'hui, ça n'existe plus et une équipe, nous suit, que ce soit une équipe en interne ou une équipe en externe. Quand tu es, par exemple, AMO, maître d'œuvre ou quoi que ce soit, tu as en face de toi des gens qui n'ont aucune, relation hiérarchique avec toi.
donc il faut gagner en autorité, vis-à-vis d'eux. Hem, Si tu n'es pas exemplaire, je vais te donner un exemple. Une réunion de chantier tu es en région parisienne toi? Non, tu es Je suis non, dans le sud-ouest, moi, là. dans le sud-ouest. En région parisienne, nous, je vais pas t'expliquer tous les bouchons qu'on a. On Moi, peut j'ai parfois vécu mettre, 18 ans en région parisienne, donc ça va. donc tu sais de quoi je parle. Ouais, je sais de quoi je Heu, ouais. voilà, tu peux mettre 3 heures à faire 50 kilomètres. C'est une réalité. Sauf que, arriver systématiquement en retard au rendez-vous de chantier parce qu'il y a des bouchons, comment veux-tu après demander aux entreprises d'être elles aussi à l'heure et sur leur au rendez-vous de chantier et sur le chantier? Parce qu'elles vont toujours trouver la même excuse: «Ah bah mes gars, ils sont pas arrivés parce qu'ils sont dans les bouchons». Bah non, non, ça marche pas. Tu es en région parisienne, tu t'adaptes. Bah tu te lèves aux horaires comme moi. Moi, je me lève à 5 heures du matin quand j'ai des chantiers qui sont loin de chez moi et j'arrive à 6 heures sur le chantier pour des réunions qui commencent à 9 heures. Alors moi, je suis un peu fou, mais je déteste être en retard et je ne supporte pas les gens qui sont tout le temps en retard. Je parle pas de retard, comment dire? Ça arrive à tout le monde d'être en retard. Un Oui, ça arrive. accident, un problème de santé, le bébé qui a mal dormi, ça arrive. Mais quelqu'un qui est tout le temps malade, tout le temps en retard, ça c'est pas logique, c'est un manque de respect et pour les équipes et pour le reste. Parce que quelqu'un qui arrive en retard en réunion de chantier, on est obligé de réexpliquer ce qu'on a déjà dit avant. C'est une perte de temps pour tout le monde. Donc je dirais d'abord l'exemplarité. Après l'écoute, savoir cadrer d'abord gentiment, mais surtout tout écrire et prendre des décisions. Et ça, c'est quelque chose que je vois de moins en moins. Les gens qui savent prendre les bonnes décisions au bon moment, même quand elles sont difficiles. Et c'est ce qui me fait peur avec la nouvelle génération, c'est que la nouvelle génération, c'est pas des gens qui vont hurler, parce que justement, on a vous avez pas eu les mêmes parents et l'approche est différente, voilà, la santé mentale et l'empathie, le respect de l'autre est quand même quelque chose de plus important. Mais parce que le pendant de ça, c'est que vous allez avoir peur peut-être, je fais pas de généralité, hein, mais Ouais, mais c'est c'est une intéressant. réflexion que j'ai, peur de prendre des décisions difficiles, comme virer quelqu'un, parce qu'il est pas bon, parce qu'il est toxique ou quoi que ce soit, alors qu'il le faut, pour le bien de l'équipe et pour le bien du chantier. Donc voilà, c'est ce que je c'est pour moi très important, exemplarité, écoute, cadrage et prise de décision. Il y a trop de chantiers qui traînent et qui prennent du retard parce que le client, l'architecte, le maître d'œuvre ou le conducteur de travaux n'a pas pris la bonne décision au bon moment. Ouais, c'est intéressant et pour rebondir, sur ce côté jeune, prise de décision, moi je le vois constamment. Je le vois constamment, sur différentes échelles, mais la prise de décision, que ça soit avec, une bêtise, mes anciens amis du lycée Mmh. ou avec, même plus jeunes où en fait, bah, ils sont dans une indécision constante sur des sujets qui bon, au pire, le risque il est pas grand. Enfin, globalement, c'est pas grave, au pire, d'y aller et de perdre 2 semaines sur un projet, sur peu importe et je pense que ce côté de être indécis, en plus, du coup, on a peur d'aller dans l'inconnu, un peu plus Mmh. que je pense nos voilà, les personnes qui sont un petit peu plus âgées que nous, où l'inconnu, je pense, qui était plus fréquent. Mmh. C'est du coup, on a vraiment cette peur dans l'inconnu parce que, bah, les réseaux sociaux nous font peut-être aussi, bah, voyager même indirectement. On voyage un peu partout, donc c'est vrai qu'on est bien chez soi et après on dit: «Mais attends, mais est-ce qu'on peut réellement y aller?» hem et ça, je le vois constamment et je pense que ça va être un réel combat dans les 10, 15, 20 prochaines années, Mmh. pour les personnes qui ont mon âge, qui ont alors même un peu plus jeunes, un petit peu plus âgés, où, il y a trop de personnes qui vont rester dans ce confort, dans justement ne pas prendre de décisions dures alors qu'elles doivent être prises pour tout, les relations, le travail, tout, et qui fera des personnes qui sont malheureuses à la finalité. Parce qu'au final, les décisions qui sont dures, elles peuvent amener à des mauvais voilà, ça peut être des mauvaises décisions, mais en général, souvent, c'est qu'il peut y avoir quelque chose de sympa derrière. Exactement. C'est ce C'est que je comme dis ça que souvent, la politique de l'autruche n'a jamais fonctionné. Il y a pas de raison que ça fonctionne aujourd'hui. Un problème qui n'est pas résolu, c'est un problème qui explose plus tard, c'est tout. Il va pas disparaître, il va pas aller sous le tapis du chantier, ce n'est pas vrai. ouais, Il y a bien évidemment, on peut pas tout voir, il y a peut-être des choses qui ont été faites qu'on ne le sait pas, mais derrière, quand il y a une expertise parce qu'il y a un sinistre, on se dit: «Bah, comment ça se fait que ça a été fait comme ça?» Donc un jour ou l'autre, ça sort. ouais, Donc il ou faut ça savoir reste prendre les bonnes bloqué à décisions au jamais et bon c'est fini, quoi. exactement. Ça nous ronge de Mais l'intérieur. mais prendre des décisions, c'est aussi admettre qu'on peut se tromper et c'est aussi ça qui fait beaucoup de peur, qui fait très peur aux gens. Mais c'est pas grave si on se trompe. Mais au moins on a pris une décision et si on se trompe, il faut avoir l'honnêteté et l'humilité de dire: «Bah, je me suis trompé. Désolé les gars, vous aviez peut-être raison, moi j'ai pris une décision, elle était pas bonne, je suis désolé. OK, je le ferai plus.
tirer des leçons de ça et puis on avance. Voilà, c'est pas grave. OK. Hem et pour continuer, on va dire dans la finalité, c'est, là actuellement, toi, de ton point de vue, donc en plus tu viens de lancer il y a pas très longtemps, on va dire, ta formation. Est-ce que tu penses que ça commence à être accepté, la santé mentale, que ça soit par les dirigeants, par sur les personnes dans le BTP? Parce qu'on va dire d'un point de vue globalité, je pense, dans le global, je pense que les gens font plus attention à mieux manger, à, Mmh. donc ça rime avec la santé mentale, tout ça, mais est-ce que c'est encore tabou, tu penses, dans le BTP? Oui, 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 c'est encore tabou, hein. C'est parfaitement tabou parce que tout le monde est persuadé que parler santé mentale, sur le chantier, c'est une hérésie. Parce que justement, c'est un monde, de bonhommes et parce que c'est un monde qui est difficile, c'est un secteur qui est difficile, qui le sera toujours. Donc pourquoi parler de santé mentale? On est là pour avancer, on est là pour travailler dans la poussière, dans le froid, sous la pluie. Arrêtons de faire des trucs, débiles et qui parlent de santé mentale. Oui, c'est encore tabou. Mais c'est en train de changer. Je le sens, c'est en train de changer parce que c'est aussi quelque chose dont on parle de plus en plus. Et c'est aussi l'avantage, tout à l'heure je parlais des réseaux sociaux où on voit beaucoup de choses débiles, mais il y a aussi de très, très bonnes choses dans les réseaux sociaux. Et donc et justement la santé mentale, on en parle de plus en plus. Et surtout dans les grandes entreprises, tout à l'heure tu parlais d'Eiffage, de Vinci, de Bouygues et compagnie, c'est des choses sur lesquelles ils sont vraiment en train de se pencher. Même les fédérations françaises du bâtiment, tout ça, c'est des choses sur lesquelles ils sont en train de se pencher parce qu'ils se rendent compte que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, y compris dans le BTP. OK. Je le pense aussi et je pense que ça a amené à évoluer. Je pense que le temps fera les choses. Je pense qu'il y a pas un Mmh, déclic qui va se faire du jour au lendemain, comme dans mmh, n'importe quel secteur un peu ou avec des mœurs aussi forts. Mais je pense que le temps va faire les choses avec les nouvelles générations qui vont devenir dirigeants, qui vont pouvoir impliquer qui vont pouvoir aussi mettre ça dans leurs équipes, former les équipes un peu plus, sur ce côté-là, je pense. Parce qu'il y en a de plus en plus maintenant de dirigeants qui ont 25, 26, 27 ans dans le bâtiment. Donc mmh. au fur et à mesure, voilà, ça va se rééquilibrer, eux, ils vont grandir, de nouvelles personnes vont arriver. Donc non, ça va être intéressant, je pense, de suivre ça. Puis dans tous les cas, c'est un secteur qui est en croissance dans partout. Enfin normal, on va dire le bonheur, est revenu un peu, d'actualité, hein, plus que Mmh. jamais. Donc il y a pas de raison que dans le BTP, je pense, ça progresse pas aussi dans ce côté-là. Oui, le Covid a changé beaucoup de choses, hein, donc forcément, à un moment ou à un autre, ça va arriver aussi dans le BTP et le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de femmes, c'est aussi que ça change aussi. Et ça, il y a vraiment plus enfin, c'est vrai, c'est une vraie question, il y a de plus en plus de femmes, que ça soit Oui. en tant que dirigeant, que ça soit dans le BTP en général, en tant que même manager ou autre? Oui, 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 oui. Des chefs d'équipe, des conducteurs de travaux, des maîtres d'œuvre, des AMO, oui, il y en a de plus en plus et elles apportent vraiment quelque chose de très intéressant, hein. Elles ont vraiment une approche différente quand elles essaient pas de faire comme les hommes. Parce qu'il y a aussi des femmes qui tombent dans le piège de vouloir, de jouer le bonhomme alors que c'est vraiment pas leur personnalité. Il y a des femmes bonhommes, hein, c'est pas la question, hein, et si ça leur va, c'est très bien. Mais il y a des femmes qui ne le sont pas du tout, qui veulent l'être et ça sonne faux. Mais quand elles assument leur personnalité et qu'elles gagnent quand même en légitimité, tout en respectant leur propre personnalité, elles font vraiment merveille, hein. Moi, j'en connais quelques-unes, elles sont vraiment super fortes. Ouais, mais c'est vrai que j'ai très peu de rendez-vous. J'ai dû en avoir un, 2 dans je crois de cette depuis de entre l'année dernière et cette année, de rendez-vous avec Mmh. des dirigeantes parce que du coup j'ai des rendez-vous qu'avec des dirigeants, moi dirigeants, dirigeantes. Dans le BTP, j'ai eu, ouais, que 2 rendez-vous, on va dire, avec des femmes, enfin alors, des fois il y a des associés où il y a le mari et la femme qui sont associés, donc après en général, c'est souvent le mari que j'ai quand même en rendez-vous, même si la femme peut être là. Mais c'est vrai que j'en ai très peu, moi, donc c'est vrai que on va dire, c'est même surprenant des fois, parce qu'il y en a, quand j'en vois sur LinkedIn, il y a plein de dirigeantes qui sont, Mmh. chefs d'entreprise, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup encore, on va dire, sur le marketing. En Oui, tout oui, cas, c'est vrai, c'est vrai. Puis, c'est peut-être aussi, les femmes ont aussi moins tendance à se mettre en avant. C'est des femmes qui, elles travaillent plus dans l'ombre, tu vois? OK. Hem, je pense qu'il y a de ça aussi. Dirigeante dans le BTP, ça veut dire la patronne, il y en a peut-être pas encore beaucoup, mais en tout cas, des managers dans le BTP, il y en a de plus en plus de femmes. OK. Et comment du coup, tu vois évoluer un peu le leadership dans le BTP dans les prochaines années? Écoute, j'espère qu'il va évoluer d'une bonne façon. J'espère qu'il va être de plus en plus empathique, et qu'il va comprendre que, au 21e siècle, on ne fait pas la même chose qu'au 20e et que, les équipes ont changé avec leur côté positif et leur côté négatif et que c'est au manager de s'adapter aux équipes et pas l'inverse, bien évidemment. Quand tu coules une dalle béton, il y a pas beaucoup de façons de le faire. Quand tu fais une armoire électrique, il y a pas beaucoup de façons de le faire. Il y a des normes et tout ça et tout. Mais comment
emmener une équipe avec soi, c'est très différent et j'espère que les managers vont se rendre compte et vont vraiment se remettre en question. Parce que, je pense qu'effectivement, il y a des formations dans les grandes entreprises qui parlent peut-être de management aujourd'hui, mais du management dans le BTP, donné par quelqu'un qui a déjà fait du terrain, il y en a pas beaucoup. Ouais, Mais c'est à eux aussi de peut-être de se former eux-mêmes ou alors d'être curieux et de savoir: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour que les équipes me suivent?» ouais. Et c'est l'une des choses justement qu'on voit dans ma formation. Et d'ailleurs ma formation, je l'ai faite avec des conducteurs de travaux, des chargés d'affaires et un responsable de un conducteur de bah, non, un chargé d'études et mon approche des choses et de la gestion des équipes, les ont vraiment, interpellés. Ils ont dit: «C'est OK. super intéressant ce que tu dis» et il y avait des gens qui avaient 15 ans d'expérience et 2 ans d'expérience. Donc il y avait vraiment, toutes les générations et c'était vraiment enfin, ça m'a touché en fait qu'ils soient touchés de ma manière de leur présenter les choses. C'était vraiment très intéressant parce que les jeunes croyaient justement qu'il fallait qu'ils jouent un rôle. Mmh. Ils croyaient qu'il fallait qu'ils démontrent qu'ils savaient tout sur tout, qu'il fallait qu'ils soient forts et compagnie. J'ai dit: «Bah non, surtout pas. C'est pas une tare d'être jeune. On est tous passés par là. On a tous appris. La seule chose, c'est qu'il faut admettre déjà que vous avez besoin d'apprendre et il faut que vos managers admettent qu'ils ont aussi des choses à apprendre avec vous». Donc pour en résumer, excuse-moi, je parle beaucoup. Non, c'est super C'est un intéressant. sujet qui me passionne. En résumé, j'espère que le leadership dans le BTP va changer, en mettant plus d'humains, dans l'équation. OK. Et si tu avais, une règle d'or à donner à un dirigeant dans le BTP ou à un manager, ce serait laquelle? Alors un point que je n'ai pas encore on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est, tu connais l'adage: «Si on veut aller loin, il faut prendre soin de sa monture». Si tu prends pas soin de toi, tu ne peux pas prendre soin de tes équipes. Ou alors en tout cas, ça dure pas longtemps. Si tu n'arrives pas à avoir une énergie positive que tu as développée en ayant des moments de décompression, en passant du temps avec ta famille, avec tes amis, en faisant des choses que tu aimes, du sport, autre chose, en te reposant bien, en mangeant sainement. Là, on va croire que je suis coach bien-être, mais pas du tout. Hem, C'est lié. Si tu ne prends pas soin de toi, à un moment ou à un autre, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Ce n'est pas possible. C'est une, c'est se mentir à soi-même que de croire ça. Intéressant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup surtout quand on est jeune, on pense moins, moi j'ai côtoie, on va dire des jeunes, pareil, des personnes comme mon âge qui entreprennent et cetera. On est moins dans cette optique de: «OK, faut y aller quoi, on est jeune, on a de l'énergie, c'est maintenant, c'est pas demain». Enfin, si on veut construire quelque chose, si on veut voilà, si on veut monter socialement, peu importe, hein, économiquement, bah, c'est maintenant et donc c'est vrai que la santé vient en second parce que quand on est jeune, en général, on a la santé. Donc après chacun a ses petites activités, il y en a qui préfèrent faire du sport, il y en a qui préfèrent sortir, peu importe. Donc c'est vrai que ça joue et je pense que ouais, en tant que dirigeant, heu, je pense que si on n'a pas une activité extra, que ça soit, sa famille, que ça soit, le sport, manger même, je sais pas, enfin je pense que c'est dur de tenir au bout d'un moment. Oui, oui, alors c'est vrai que quand tu es jeune, tu as plus d'énergie, bien évidemment. Tu vas faire plus de choses que quand tu as 50 ans. C'est une certitude. Mais si tu tires sur la corde quand tu es jeune, ton corps, un jour ou l'autre, il te le fait payer. Et je parle en connaissance de cause. Donc voilà, vous-même les jeunes, prenez soin de vous. Bien évidemment, profitez de votre jeunesse et de votre dynamisme, mais n'oubliez pas que, nous n'avons qu'une seule santé et qu'un seul corps. C'est vrai, on a tendance à l'oublier des fois. Mmh. Je parle en connaissance de cause aussi. OK, top. J'ai une dernière question du coup, pour Mmh. toi, qui nous vient de l'invité précédent. Donc ça va être un peu intéressant parce que donc c'était une personne qui accompagnait vraiment sur toute la partie appel d'offres, marché public. D'accord. Donc c'est une question qui a pas forcément on va pouvoir l'adapter un petit peu je pense. Parce que la question c'est: quel client t'aurais dû refuser, mais que tu as quand même accepté et quelles sont les conséquences qui sont arrivées derrière? Ah ça, c'est intéressant ça comme question. Alors je sais exactement, tu vois, tu m'as dit ça là, j'ai tout de suite pensé à un client. C'était en 2010, j'en ai parlé il y a peu de temps sur un de mes posts. 2010, on n'était pas encore sorti de la crise des subprimes. Je pensais passer entre les gouttes parce que 2008-2009, j'avais 2 gros chantiers qui m'ont bien occupé, donc pas le temps de prospecter. On m'avait promis un chantier que finalement je n'ai pas eu et j'ai eu l'erreur de ne pas faire signer de contrat. Donc début 2010, je me suis retrouvé le bec dans l'eau et donc j'ai accepté de travailler avec une entreprise que je savais pas très, très, comment dire? Pas très honnête. OK.
une entreprise générale et donc j'ai été chargé d'affaires pour cette entreprise générale pendant 9 mois. Elle m'a dégoûté de mon travail, mais vraiment. Elle m'a dégoûté de mon travail parce qu'ils me demandaient de faire des choses que je ne voulais pas faire. Ils me demandaient de faire des travaux supplémentaires aux entreprises, alors que je savais très bien qu'elles allaient pas être payées. Donc moi, je refusais. Je dis: «Non, si tu veux lui demander, tu lui demandes toi. Moi, j'ai une conscience et j'ai une réputation. Donc il est hors de question que je salisse ma réputation pour toi et ce que tu fais, c'est dégueulasse et je veux pas rentrer là-dedans». Et je me rappelle, ça a duré 7 mois. Au bout du 8e mois, donc en mois d'août, je pars en vacances et avec ma femme, on se dit: «Si je trouve pas un nouveau client à la rentrée, je ferme ma boîte, je retourne salarié». Il m'avait vraiment dégoûté de mon travail heureusement, à la rentrée, j'ai trouvé un nouveau client donc je lui ai dit: «Merci, au revoir». Mais ça a été 8 mois où j'ai pas bien dormi, où je me suis vraiment usé la santé parce que, hem, ce que je faisais, je détestais ce que je faisais et je détestais, la, sa vision de son métier et l'approche qu'il avait avec les entreprises. Vraiment, ça a été une très mauvaise expérience. Ouais, parce que souvent on pense, quand on doit refuser un client, on pense au facteur économique, en général. Mmh. Et au final, des fois, il y a beaucoup plus que l'économie qui rentre en jeu, qui est presque plus grave que l'économie, on va dire, hein, l'aspect mental, parce que qui Mmh. va tout impacter derrière, que ce soit l'économie et tout. Donc non, super intéressant et justement, si toi, tu avais une question à poser, au prochain ou prochaine invité, de la voix du BTP? Alors je vais rester dans mon domaine, hein, OK, penses-tu que la santé mentale est suffisamment prise en compte dans le BTP? très bonne question, parce qu'en général, c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément. Donc au moins, on va pouvoir, découvrir, ce que cette personne, ou elle pense. Merci en tout cas. Est-ce que tu veux finir peut-être sur un mot de la fin, sur, peut-être représenter ta formation? Où est-ce qu'on peut te contacter? Comment on peut en savoir plus du coup sur tout ça? Eh ben, écoute, ma formation s'appelle CAM, Chantier Affirmation Mentale. Vous pouvez trouver toutes les informations sur mon profil LinkedIn ou sur mon site internet. Mon site internet qui est actismoe.com, ACTIS, MOE attaché.com où vous allez avoir, tous les éléments et bien évidemment, je suis sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, et LinkedIn Même TikTok? et comment? TikTok aussi? Ouais. OK, Alors incroyable. TikTok, c'est plus pour la blague, hein, parce que je sais très bien que c'est pas sur TikTok que je vais trouver des chantiers, mais écoute, ça Sait-on au jamais. moins ça permet d'avoir une cohérence, tu vois? Une cohérence, sur tous les réseaux sociaux et donc ça sera avec plaisir que je pourrai parler avec vous, et que je pourrai, donc je l'espère, améliorer votre quotidien, améliorer le quotidien de vos collaborateurs. Et ben, en tout cas, ouais, merci beaucoup, pour ces 50 minutes d'échange. Moi, j'ai beaucoup appris aussi. Je pense que ce soit dirigeant ou plein de personnes aussi ont beaucoup appris. Et je pense que c'est un secteur qui va bien évoluer, donc voilà, n'hésitez pas à aller te suivre. Donc, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus. Donc, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez aussi aller regarder la description. Sinon, vous tapez juste, voilà, Marcos Pereira sur LinkedIn, et vous allez le trouver. Puis après, vous allez pouvoir voir toutes les infos ou te contacter directement. Merci en tout cas, beaucoup pour ce temps. C'était un plaisir. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation et bravo pour ce que tu fais. C'est bien de donner, de permettre aux gens du BTP, justement de faire entendre leur voix. Bravo. Merci en tout cas et puis je vous dis à très vite dans la